Laisse béton! Dans cet épisode de Laisse béton, direction l'Aveyron avec Lola, journaliste et créatrice de Finta. Finta, c'est un remarquable podcast qui réussit l'exploit de faire découvrir ce territoire rural qu'est l'Aveyron à travers la voix d'Aveyronnais méticuleusement choisie. J'ai questionné Lola sur son engagement pour l'Aveyron et pour la ruralité, bien sûr, et aussi sur le traitement que réservent les médias nationaux au monde rural et qui sonne souvent faux à mes oreilles, surtout depuis que j'ai quitté la ville. Après avoir entendu Lola, je vous encourage à télécharger Finta si ce n'est déjà fait et à vous plonger dans sa délicieuse galerie de portraits. Alors, comme moi, vous vous direz que ce serait drôlement chouette et surtout particulièrement éclairant que chaque territoire rural ait son propre Finta. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Lola. Bonjour Amélie. J'ai une première question qui me brûle les lèvres, j'ai pas trouvé la réponse. Qu'est-ce que ça signifie Finta et pourquoi ce nom? Alors Finta, déjà je trahis un peu l'occitan puisqu'il faudrait prononcer Finto. Et c'est l'injonction en occitan regarde. Donc on imagine pointer du doigt et regarde Finto dans cette direction-là. Donc c'est un peu l'idée pour moi de mêler l'occitan et les racines occitanes avéronaises, mais aussi de pouvoir croiser deux idées qui a priori ne vont pas ensemble, qui sont celle du regard, donc la vision, l'œil, et à la fois de faire passer mes invités par l'audio uniquement, puisque donc le podcast ne contient que de l'audio. Et donc, avec cette idée de Finta, Finto, j'avais envie de croiser les regards. C'est un peu le sous-titre du podcast, de croiser des regards sur la ruralité, des parcours de ruralité. Voilà pourquoi Finta. Et j'accentue particulièrement sur le A, aux grandes dames des occitanistes qui me tombent régulièrement dessus, parce que j'aime bien l'accent du A, alors qui rappelle l'Aveyron, qui rappelle, mon prénom, le A, je le trouve chaleureux, le Finto, un peu moins. Donc voilà, je me suis permise de tricher sur la prononciation. D'accord. Bon, alors ton pari est réussi parce qu'effectivement, uniquement avec du son et de la voix, on s'y croit, vraiment. Enfin, même si on n'a jamais mis les pieds en Aveyron, la diversité des profils que tu interviews et puis ta façon évidemment de pro, parce que tu es journaliste, on va revenir là-dessus aussi, d'interviewer. Enfin, vraiment, on est assise à côté de toi et on imagine le décor, on imagine le personnage que tu as en face. Enfin, c'est vraiment réussi et bravo pour ça, hein. Merci beaucoup. Ça me fait d'autant plus plaisir que je suis journaliste, moi, avant tout de presse écrite. Donc, j'apprends les techniques un peu radio et l'oral grâce à Finta. Donc, j'espère avoir un peu amélioré le contenu et particulièrement la forme depuis que j'ai commencé il y a 1 an et demi parce que vraiment, je découvre ce média-là et je suis bien plus à l'aise avec un calepin, un stylo. Il y a moins de problèmes techniques et puis l'écrit permet aussi de mettre vraiment beaucoup plus sa patte sur un portrait, sur un reportage, de digérer l'information, de reformuler un peu peut-être. C'est beaucoup plus malléable que l'audio qui, si la phrase n'est pas complète chez l'invité, je peux pas parler à sa place. Donc, j'apprends l'exigence de l'audio et c'est très ludique en tout cas. Je m'y amuse beaucoup de ce côté-là. Explique-moi d'où t'es venue l'idée de ce projet. Je suis curieuse de ça. Alors, Finta, je l'ai lancé en décembre 2020, donc ça va faire une petite année et demie maintenant qu'il existe. Initialement, c'est un projet que j'avais pensé pour être un magazine papier, parce que j'avais l'opportunité de reprendre un titre en Aveyron qui était plutôt en déclin, un magazine existant, lancé par des jeunes qui ne voulaient plus forcément s'en occuper, et donc ils m'avaient donné l'opportunité de reprendre le magazine tel quel, et de le repenser à ma sauce. Donc j'ai pris le temps de cogiter ce projet dans mon coin, et puis j'ai été accompagnée par un incubateur à Toulouse, les premières Occitanie. J'avais un coach dans ce cadre-là qui me challengeait un peu sur l'idée du magazine, en me disant: est-ce que tu es prête
à faire aussi bien la maquette, la distribution, la promotion, l'impression. Enfin, il me faisait la liste de tout ce que représente un magazine, toutes ces tâches-là qui ne sont pas les miennes en tant que journaliste. Et il me fait aussi toucher du doigt le fait que c'est le média le plus cher à produire, le magazine, justement du fait de toute cette partie avant, après, au lecteur final. J'ai un peu repensé le projet à ce moment-là parce que je savais que je partais avec un petit budget et donc que si je voulais lancer le magazine, toutes ces tâches-là me reviendraient. À la fois que j'aurais pas forcément un budget énorme pour payer des pigistes, donc que j'allais être vraiment au four et au moulin et que j'allais sûrement m'y perdre un peu. Et ça, c'était quelques semaines avant le confinement finalement de mars 2020. Et là, j'ai complètement revu le projet en me disant pourquoi j'essaie pas le format podcast qui n'existait pas en Aveyron jusqu'à présent et qui est pour le coup assez facile à produire. C'est facile, c'est ludique, ça pouvait permettre de tester un peu l'audience, de tester le marché aveyronnais plus facilement qu'un magazine en tout cas. J'exclus pas peut-être de venir au magazine dans un second temps. J'adore vraiment l'écrit et je sais que ça peut être complémentaire, mais voilà, l'idée de base, elle est là. Et puis, moi, ce qui me tenait à cœur, donc j'ai travaillé 8 ans dans la presse locale, donc des journaux quotidiens en Aveyron. Et il y a un peu la petite musique, une certaine défiance envers les journalistes, envers les politiques, envers les élites, tout ce qu'on met dans le même paquet. Et moi, dans les derniers mois d'exercice, quand j'étais dans la PQR, j'ai eu des interlocuteurs qui m'ont vraiment fait toucher du doigt cette défiance. Alors que, encore une fois, en Aveyron, on est quand même assez préservé, on est dans des relations très humaines, les gens connaissent leurs journalistes, ils sont attachés à leur titre de presse. Mais une fois, deux fois, un agriculteur, un commerçant qui me demande à relire mon papier avant qu'il paraisse. Ça n'existe pas. Et puis, voilà, des gens qui me disaient, mais comment vous m'assurez que vous n'allez pas manipuler mes propos, que ce que j'ai dit, vous allez le retranscrire tel quel. Bon, voilà, j'avais un peu cette petite musique où je me suis dit, il y a plein de personnes qui méritent d'être entendues en longueur, à qui on doit tendre le micro et que le lecteur qui devient mon auditeur a le droit d'entendre vraiment dans ses nuances, dans ses hésitations, parce que toutes ces nuances-là, justement, elles ne paraissent que rarement dans la presse écrite, puisque les propos sont ramassés. Enfin, il y a un travail de la matière différent. Donc, je me suis dit que voilà, toutes ces personnes que je croisais sur des reportages et qui portent un engagement, qui portent une réflexion, un projet, j'avais envie de les entendre et en longueur. Donc, je fais des épisodes qui durent entre 30 et 40 minutes environ. Donc, c'est exigeant comme format dans une consommation de l'info qui tend vers le zapping, comme toutes nos vies. On a plus l'habitude de rester 10 secondes et d'aller voir ailleurs. Là, j'impose ce rythme long et sans images. Et ça, c'est vraiment exigeant. Je me rends compte que on a l'habitude de consommer des images. Ça nous rassure de pouvoir avoir les yeux fixés sur quelqu'un quand il nous parle, alors que l'audio, justement, embarque avec lui, voilà, un imaginaire, une réflexion. Et je trouve que c'est exigeant comme format. Donc, ça m'intéressait dans ce sens-là. Et moi, en fait, le podcast complète mon activité de pige et me sert aussi de vitrine, d'une certaine manière, pour des piges aveyronnaises ou voilà, dans la région Occitanie que je vends notamment au national. Et après, je fais aussi pas mal d'éducation aux médias à destination de publics scolaires et pas que. Là, je travaille avec un ESAT, avec des travailleurs handicapés pour voilà, vraiment expliquer ce qu'est l'information, comment travaille le journaliste et lutter contre les fake news. Voilà, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour justement qu'on revienne chacun à des régimes informationnels de qualité. Donc peut-être consommer moins mais mieux. Bon voilà, c'est un peu moi tout le fil de mon engagement, si ça n'est un, professionnel. Alors moi, depuis que j'ai commencé Laisse Béton, donc bien plus tard que toi, je m'interroge sur... j'ai même pas forcément de questions claires à formuler, mais sur la façon dont les médias en général, et en particulier les médias nationaux,
traite la ruralité. Et je suis curieuse de savoir comment toi, journaliste, à la fois en local et en national, tu vois ce sujet-là. C'est vraiment un sacré sujet. Moi, ça fait partie de mes obsessions, là, ce genre de questions qui tournent en boucle et qui vraiment m'intéressent parce que donc l'essentiel des rédactions et des écoles de journalisme sont à Paris. Essentiellement, bon, il y en a dans quelques grandes villes, mais c'est extrêmement urbain. Et moi, je me suis rendu compte, moi j'étais au CFPJ, donc à Paris, que dans la formation, même si on vient tous de province, finalement, on rentre dans un tunnel parisiano-parisien qui, moi, m'a questionné assez tôt. J'étais jeune, j'ai commencé à 19 ans ma formation et je crois que c'est un avantage de l'avoir commencé si tôt parce que je suis arrivée avec une naïveté qui m'a permis justement de questionner ça. Et on me répétait, moi, pendant ma formation, voilà, faut que tu viennes à Paris, faut que tu travailles à Paris. Si tu veux faire ce métier-là, c'est ici que ça se passe. Et ben, j'avais pas envie, clairement, de tomber dans ça. Surtout que moi, je me rendais compte en Aveyron, parce que j'étais en alternance, donc je travaillais déjà dans la presse locale en Aveyron en même temps, ben, qu'il y avait plein de sujets localement et assez peu de titres de presse ou en tout cas de pluralité médiatique dans des territoires comme l'Aveyron. Donc je me suis dit, moi je vois pas pourquoi je vais être une de plus à Paris, d'autant plus que les jeunes souvent se sont derrière les ordinateurs à bâtonner des dépêches, ce qu'on dit, donc c'est autrement dit faire du copier-coller, hein, on tend beaucoup vers ça et des titres un peu buzz, voilà, de l'audience, voilà, c'est un peu le rôle du jeune journaliste aujourd'hui dans les rédactions à Paris. Bon, voilà, clairement, ça me faisait pas rêver. Et puis, voilà, j'avais pas envie d'être une de plus dans une grande rédaction, alors que j'avais un terrain en Aveyron qui n'attendait que ça d'être couvert, finalement. Donc, moi, cette réflexion, elle commence dès mon école. Et depuis, j'apprends à la penser autrement. Là, ben voilà, on sort d'une séquence électorale où donc on parle de la campagne comme s'il n'y en avait qu'une, de la ruralité comme s'il n'y en avait qu'une. On en parle depuis Paris, toujours, donc avec un regard soit, je dirais pas méprisant, mais en tout cas, c'est vu d'en haut, quoi. C'est vu, vu d'ailleurs, en tout cas. Même pas forcément d'en haut, mais vu d'ailleurs, donc un peu comme on irait au zoo, quoi. Donc on regarde, c'est le drôle de gens à travers un plexiglas. Il y a un peu cette partie-là, ou alors, vraiment sur des temps électoraux, on sent que les mois avant, voilà, on envoie des reporters, on envoie des envoyés spéciaux des rédactions dans les territoires. C'est un peu ce qu'a fait Le Monde à la rentrée dernière, là, les fragments de France avec 100 reportages qui sont évidemment géniaux. Hein. Le Monde, s'il y a une référence, c'est bien lui pour le coup, mais on sent bien que c'est voilà un temps dans l'année où on envoie massivement nos reporters sur le terrain. Alors que je pense qu'il y aurait vraiment intérêt de mailler le territoire toute l'année. Alors, Le Monde, comme les autres, ont des correspondants presse. Moi, je vois en Occitanie, il y a un correspondant par titre qui est en général à Toulouse. Et l'Occitanie, ça recouvre, Toulouse, mais on monte jusqu'à la Lozère, le Gard, toute la côte méditerranéenne, les Pyrénées. Ça englobe, voilà, Montpellier, Perpignan. C'est quand même un territoire qui est immense, 13 départements avec des réalités extrêmement différentes et il y a un correspondant pour couvrir ça. Donc, je pense que ça mériterait, en tout cas, qu'il y ait un maillage vraiment plus fort des médias nationaux au quotidien, finalement. Et aussi pour s'éviter, là, un peu l'analyse électorale qu'on a depuis, là, vraiment au lendemain du second tour, où la conclusion, c'est la campagne vote extrême droite, quoi. Alors que non, il suffit de regarder une carte de France pour voir que moi, ma campagne aveyronnaise, c'est pas l'arrière-pays niçois, c'est pas le Grand Est désindustrialisé, et c'est pas non plus les territoires ruraux bretons. Ça manque de nuances, quoi, en fait. Alors, je pense, je veux pas opposer des modèles, hein, parce que je trouve très intéressant que des médias envoient leurs envoyés spéciaux, donc vraiment qu'ils soient envoyés sur un reportage précis, one shot, sur un territoire qu'ils connaissent pas forcément. Je pense que c'est très complémentaire par rapport à des journalistes qui vivent sur ce territoire et qui, à y être trop dedans, peuvent
de temps en temps passer à côté de sujets ou en tout cas ne pas avoir le recul nécessaire pour sentir un sujet monter. Mais ça mériterait de faire un peu confiance aux territoires ruraux pour ne pas tomber dans la caricature, en fait, vraiment avec cette finalité-là en tête. Ouais. Alors, je le disais tout à l'heure, ta galerie de portraits dans Finta, j'essaie de dire Finto, mais j'ai du mal quand même. Ouais, j'y arrive pas non plus. est très variée. Tu rencontres beaucoup de gens et tu rencontres des gens très divers. Est-ce que tu as le souvenir d'une rencontre particulière ou d'un moment particulier depuis la création de ce podcast où tu te dis, ouais, c'est vraiment pour ça que j'ai lancé Finta? Bon, c'est évidemment difficile d'en retenir qu'un, mais pour le coup, je pense à 2 moments et qui ne sont pas les épisodes classiques. Je pense d'abord à une série que j'ai sortie sur les femmes pionnières en Aveyron. Donc là, c'est une série de 7 épisodes avec 7 femmes différentes que j'ai identifiées parce que j'estime qu'elles ont ouvert une voie, en tout cas qu'elles ont un parcours vraiment inspirant sur la place des femmes dans la ruralité aveyronnaise. Donc voilà, des femmes qui sont dans la politique, dans l'engagement associatif, dans la culture, dans l'agriculture. J'ai mélangé aussi des générations, donc j'ai des dames, je crois que la plus âgée elle a 93 ans, qui me parlent de l'agriculture, elle, de son installation, de la place de la femme à la ferme dans les années 50, et une agricultrice d'aujourd'hui qui raconte là d'autres enjeux, mais vraiment dans la lignée. On voit bien que ma première invitée a ouvert une voie et que le chemin continue. Donc, je trouve que ces épisodes-là, ils apportent quelque chose à l'histoire locale parce que justement, moi, c'est des femmes dont j'ai fait quelques recherches avant d'arriver jusqu'à elles et j'ai jamais trouvé leur portrait à aucune d'elles séparément, vraiment. Donc, je trouve que d'archiver leur voix, pour certaines, voilà, elles sont d'un âge avancé, donc je sais pas, je suis peut-être la dernière à archiver leur voix et je trouve que c'était assez puissant leur discours. Donc je pense à ce moment-là où vraiment je me suis dit, je suis super heureuse que Finta contribue à ça. Et je pense aussi au hors-série que j'avais sorti au printemps dernier sur l'histoire du Larzac. Donc le Larzac, c'est le COS qui est au sud de l'Aveyron, qui a été connu dans les années 70 pour la lutte paysanne autour de... On retient notamment José Bové, bon, voilà, tout un mouvement pour sauver les terres face au projet voulu d'extension du camp militaire. Et là encore, sur un format un peu documentaire où je croise des paysans qui ont vécu la lutte de l'intérieur, tout le territoire qui a vécu avec cette lutte qui a duré 10 ans, jusqu'à l'élection de Mitterrand en 81, et les paysans aujourd'hui, comment ils vivent avec cet héritage, puisqu'il y a un montage foncier extrêmement particulier et unique en France et qui a été hérité de cette lutte. Toute cette histoire locale-là aussi, je trouvais que de la voir par le son, c'était assez puissant. Voilà, je retiens essentiellement ces 2 moments. Alors c'est vrai que moi, si je m'écoute, j'aurais tendance à faire beaucoup de reportages avec des personnes âgées, quoi. Enfin, vraiment avec les vieilles branches aveyronnaises qui en apprennent beaucoup, je trouve, sur l'histoire et qui questionnent le présent. Hein. C'est pas l'idée de regarder dans le rétro, mais plutôt de s'inspirer de ces parcours-là. Alors voilà, je fais vraiment attention dans Finta à alterner des personnes âgées, des jeunes, des hommes, des femmes, de les avoir sur tout le territoire de l'Aveyron, qui est quand même un territoire assez vaste, avec des réalités assez différentes, qu'on soit au nord, au sud ou à l'est, à l'ouest. Donc j'essaie de diversifier, mais j'aime particulièrement avoir des papis-mamies, ouais. Et qu'est-ce que tu as appris, toi, sur l'Aveyron depuis que tu as démarré Finta ? C'est à la fois ce que j'ai appris et à la fois ce que j'essaie de montrer, je crois, parce que je choisis des invités qui incarnent l'idée que j'ai de l'Aveyron, d'un territoire rural, mais dynamique, mais plein de ressources. En fait, l'Aveyron, alors peut-être pour tes auditeurs, Amélie, on est au sud-ouest de la France, on est dans le triangle entre Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand. On est vraiment au cœur de ce triangle-là, donc on est à peu près... en partant de Rodez, qui est le chef-lieu,
qui est vraiment au centre du département. On est à peu près à 150 km de Toulouse, de Montpellier et de Clermont-Ferrand. Donc on n'est pas trop loin, mais on n'est pas suffisamment proche non plus. On a une situation un peu d'enclavement. On est mal relié. On a une autoroute qui nous borde sur un côté qui relie Paris, Clermont à la côte méditerranéenne. Mais après, pour rejoindre Toulouse, on est quand même pas super bien connecté. Et c'est pour moi l'élément qui explique beaucoup de choses de l'Aveyron et de sa dynamique. C'est justement le fait qu'on soit trop loin au quotidien pour s'être fait aspirer nos énergies. Donc en fait, depuis toujours, on est obligé en Aveyron de se débrouiller un peu par nous-mêmes. Alors ça passe parfois par du bricolage un peu, mais en tout cas de trouver des solidarités, de s'appuyer vraiment sur un esprit villageois, un esprit de canton, pour pallier un peu cet éloignement. Il y a d'autres départements qui vraiment se sont fait aspirer. On voit que les forces vives sont aspirées par la métropole la plus proche. Nous, on est un peu préservés de ça et je trouve que vraiment ça explique beaucoup du département et c'est un peu ce que je vois moi à travers toutes les personnes que je rencontre. C'est déjà la revendication d'habiter ici, d'avoir fait le choix. Alors pour certains, le choix de ne jamais en partir, pour d'autres le choix d'y revenir et pour d'autres encore le choix d'y arriver. Quel que soit le parcours, que ce soit pour ces trois raisons-là, ça dit quelque chose d'assez puissant parce que voilà, on sait que quand on s'y installe, on n'aura pas tout ce qu'on pouvait trouver dans une ville pour les étudiants par exemple qui sont partis étudier et qui reviennent. Bon, voilà, ça implique beaucoup de choses et c'est assez fort dans les récits. Et puis voilà, ouais, cette débrouille, moi c'est quelque chose qui me parle. Dans un des derniers épisodes, là, je suis avec une fille qui me parle de l'engagement et notamment de l'engagement des jeunes en milieu rural. Et je trouve que ça s'en dit long parce que voilà, dans nos villages, moi je prends souvent mon exemple. J'ai grandi dans un village vraiment très proche de Rodez, qui depuis a vraiment été absorbé par l'agglomération. Mais quand j'étais plus jeune, il y avait quand même un esprit un peu plus de village. Et bien, on avait envie de monter un festival. Et bien, on a créé l'asso et on monte le festival avec la bande de copains de l'école, quoi. On veut quelque chose. Bon, a priori, ça arrivera pas tout cuit, donc on se sort les mains, on les met dans la pâte et on avance ensemble. Enfin voilà, je trouve que ça en dit vraiment long sur l'ADN aveyronnais, cet enclavement. Tu parlais des Aveyronnais qui revenaient au pays. Est-ce que vous êtes nombreux, parce que tu en fais partie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de massif que tu constates, toi? C'est quelque chose qu'on voit depuis pas énormément de temps et je pense que le Covid a accentué. Moi, je l'observe quand même pas mal sur ma génération. Donc, les jeunes trentenaires ou trentenaires, voilà, des couples essentiellement qui ont fait leurs études à Paris, à Toulouse, à l'étranger, qui ont eu leur première expérience dans ces villes-là et qui aujourd'hui reviennent. Alors, je pense que c'est un peu à la croisée de plusieurs tendances, à la fois le télétravail qui s'est démocratisé et qui permet clairement en Aveyron d'assumer un boulot, même si l'entreprise est basée à Toulouse ou ailleurs, et que ce soit qu'une journée par semaine en ville et le reste du temps en Aveyron, ça c'est jouable. Je pense que ça colle aussi beaucoup avec le fait qu'on est nombreux, je me mets dans le lot, à être indépendant et à avoir notre activité propre et donc on peut choisir notre lieu de résidence. Et puis j'ai l'impression que cette génération qui revient, on a envie de s'engager sur le territoire aussi et donc on arrive un peu avec l'idée peut-être de bousculer quelques codes et puis surtout je crois d'affirmer, enfin moi ça a été mon cas une nouvelle fois, mais d'affirmer qu'on n'a pas besoin d'être à Toulouse, à Paris ou ailleurs pour réussir sa vie, quoi. Enfin, qu'on peut assumer aujourd'hui que, on a un rythme de vie en Aveyron qui est à 2 à l'heure, quoi. Mais c'est plaisant. On peut choisir de s'exciter, de faire plein de choses et
et j'estime le faire aussi, mais à la fois, on n'est pas dans un stress permanent comme on peut l'avoir dans une grande ville. Enfin voilà, on re-hiérarchise nos priorités, j'ai l'impression, en faisant le choix de s'installer là, dans un mode slow life, slow boulot, slow tout, quoi. Ouais, en Aveyron, pour l'instant, on est 270 000 habitants. Et là, ça fait quasi 20 ans que l'objectif, c'est d'arriver aux 300 000. Donc, on patauge un peu, mais là, on a un solde positif. Donc, petit à petit, il doit bien y avoir des nouveaux arrivants. Ouais. L'Es Béton s'adresse aux citadins qui ont le projet même flou de quitter la ville et de s'installer dans une ruralité à un moment ou à un autre, à travers tout ce que tu fais toi, tout ce que tu vis. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là ? Bon, il y a évidemment des parcours de vie super différents. Enfin, je vais faire sûrement des généralités, mais je crois qu'il est quand même important, malgré toute l'énergie que je mets à raconter une campagne positive et dynamique, d'être bien consciente de ce que représente aussi la vie à la campagne. Et alors, je peux que l'encourager, enfin, vraiment, parce que je trouve que voilà, en termes de qualité de vie, de se recentrer sur des objectifs, des priorités, que ce soit familial, professionnel, mais en tout cas de revenir à un rythme un peu plus sain pour chacun, ça me paraît important. Je suis vraiment très attachée justement à cet esprit de solidarité qu'il peut y avoir dans des villes, des villages qui sont à taille humaine, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Je sais qu'en Aveyron, je peux compter sur des relations qui sont loyales, qui sont franches, parce que en fait, d'une manière ou d'une autre, on retombe toujours sur quelqu'un qu'on connaît. Si c'est pas, enfin, j'ose pas dire on se connaît tous, parce que ça ferait peur, mais c'est presque ça. Donc en fait, il y a une exigence dans les relations en fait sociales où et en Aveyron, on le voit vraiment énormément. Si vous êtes bosseur, que vous avez des belles valeurs, vous êtes bienveillant, enfin voilà, si vous jouez le jeu en société, on vous le rend puissance 10. Par contre, le jour où ça dérape, on peut aussi vous le rendre puissance 10. Donc, mais en tout cas, ça crée un écosystème où on connaît son voisin et donc ça nous oblige d'autant, je trouve, dans nos actes. Enfin, il y a une responsabilisation un peu, je trouve, de ce côté-là qui est que moi je trouve très porteuse. Et à la fois, c'est un peu aussi le revers de la médaille de se dire que voilà, on se connaît tous et quand on vient d'une grande ville, ça peut être un peu oppressant. Enfin, je pense qu'il faut avoir en tête aussi que l'esprit de village, c'est mignon. On a tous un peu une image toute faite là d'un petit clocher, les poules autour, la campagne verte et 3 vaches. Bon, c'est très mignon, ça existe, mais je pense qu'il faut pas voir la campagne comme une utopie. Et moi, ce qui me semble, alors j'ai assez peu vécu. Enfin voilà, je suis passée rapidement par Londres, Paris, Toulouse, mais la question de la mobilité, par exemple. Moi, je trouve que c'est le plus grand choc pour quelqu'un qui vient de la ville et qui doit s'installer à la campagne, parce que on est vissé dans nos voitures, concrètement. On n'a pas d'autres, vraiment très peu, ou alors il faut s'accrocher. Je fais partie de ceux qui s'accrochent à la SNCF, mais là encore, ça mérite un peu de flexibilité. Mais je trouve que la mobilité à la ville, c'est la plus grande des libertés, selon moi. Et par exemple, à la campagne, on l'a pas du tout. Donc voilà, je pense que à tous les citadins qui le réfléchissent, allez-y, mais pensez aussi à cette logistique quotidienne qui, je pense, peut contribuer certains à regretter leur choix. On entend quelques témoignages de citadins qui ont fait un saut par la campagne et qui peuvent revenir à la ville. Et je trouve que voilà, tous ceux qui sont partis peut-être dans des maisons secondaires pendant le confinement, bon voilà, c'était une parenthèse un peu enchantée, mais après il y a le quotidien, voilà. Mais je voudrais pas finir sur une note négative parce que vraiment,
les campagnes alors là je parle de l'Aveyronnaise pour le coup, a besoin d'attirer une nouvelle population, de faire vivre ces villages. Tous les services publics en dépendent, les écoles, les petits commerces de village, la poste, vraiment tout ce qui tient notre société, notre vie collective a besoin d'attirer des nouvelles populations, d'arriver à à des seuils de vivabilité. Donc on a besoin d'attirer de nouvelles populations et il y a tout à faire dans les campagnes. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, où cette débrouille, vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez le faire. On a des grandes marges de manœuvre, je trouve, de créativité. L'avantage de justement de connaître nos élus, nos associations, et de pouvoir faire des synergies, de travailler en réseau assez rapidement sur plein de projets qui sont porteurs pour le territoire et qui, il me semble, peuvent être des voies d'épanouissement pour tous ceux qui viennent, quoi. Je suis pas sûre que tout le monde soit fait pour vivre à la campagne, vraiment pas, pour le coup. Mais à la fois sur plein d'aspects, moi je m'en nourris beaucoup, vraiment, de me dire que on connaît du monde autour de soi, donc on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. On a un petit bout de jardin, un petit bout de potager, ou en tout cas on connaît les maraîchers du coin. Et voilà, alors, de sentir, alors en plus là dans un contexte de guerre aux portes de l'Europe, où on sent que ces sujets-là de souveraineté, d'autonomie, ils nous touchent particulièrement. En fait, je trouve que l'échelle d'un village, elle est super rassurante pour ça, en fait, pour se dire que, alors on le voit dans des petits bleds en Aveyron, sur le Larzac notamment, le troc existe toujours, quoi. Donc le troc les légumes contre le poulet du voisin. On s'organise sur amener les enfants à l'école d'un côté et la boîte d'œufs de l'autre. Enfin, et moi j'aime bien ça, mais voilà, je voudrais pas laisser croire que tout est facile, tout est beau, parce que on n'est pas au pays des bisounours non plus. Mais ouais, c'est une échelle, moi, que je trouve pleine de ressources, quoi, en tout cas. Si on s'y sent prêt, il faut avoir en tête que quand on y vient avec l'envie, justement, de s'intégrer. Et je trouve que c'est important aussi. On peut pas venir dans une optique de consommer dans un village, parce que justement tout le monde est tellement important. J'aime bien, moi, l'idée d'un puzzle où vraiment chacun est une pièce du puzzle, et on peut pas se permettre tout le monde doit participer de l'effort de vie du village, en fait. Et c'est ça, des fois, qui peut être difficile à la campagne. Et là, je parle pour le coup des Aveyronnais, encore une fois, où faut montrer patte blanche, quoi, pour s'investir, pour vraiment, on arrive, on montre qu'on a envie de vivre ici, de participer, d'y être bien, et c'est au prix de ça que l'intégration se passe bien, quoi. En Aveyron, je vois, nous, on a beaucoup, il y a un fort lien avec Paris, il y a une grosse émigration vers Paris, avec les bistrots notamment. Historiquement, les Aveyronnais sont très présents à Paris, et historiquement aussi, les Aveyronnais ont beaucoup gardé des résidences secondaires en Aveyron, qui fait que, en fait, on adore raconter cette histoire, mais à la fois les Parisiens qui bloquent des maisons et qui font grimper le prix de l'immobilier, et qui ne permettent pas à tout le monde de se loger comme il faut. On voit des maisons fermées toute l'année, alors que... Bon, donc il y a un peu aussi cette histoire qui fait qu'on veut vraiment que les gens s'investissent s'ils viennent. On veut pas juste les gens qui viennent que pour faire leur photo Instagram une fois dans l'année. Les villages ont besoin de vivre, vraiment. Et donc, cette histoire de montrer patte blanche, je pense que c'est extrêmement difficile de passer le cap. Mais à la fois, ça peut être très simple. Si la personne arrive avec les meilleures intentions, ça se ressent. Il ne faut pas arriver avec l'idée de réapprendre la vie et de calquer ce qu'on a connu ailleurs. Mais si on se met à l'écoute, à hauteur des habitants du village et des voisins... Je pense que ça peut être aussi très très simple dans les rapports, mais la sincérité, c'est des choses qui se sentent de toute façon. Et peut-être que je me permets, Amélie, à ce moment,
de notre conversation, de faire la promo de mon 3e épisode de Finta avec Vincent Benoît, donc qui est sorti, ça devait être en janvier 2021. Et lui, c'est vraiment le Manitou d'un petit village en Aveyron, Arvieux, qui est extrêmement isolé. Et ils ont réussi, avec l'énergie de ce Vincent Benoît et autour de lui, à créer un village qui est pris en exemple en France, parce qu'ils ont créé un tiers-lieu qui marche extrêmement bien, du coworking, un festival, un circuit court avec des producteurs. Enfin, vraiment, ils ont à peu près toutes les branches du village super dynamique. Et c'est un village qui fait 800 habitants. Et dans cet épisode, il explique vraiment que, selon lui, 800 habitants, c'est la bonne taille, c'est la taille équilibrée, en fait, pour que le village vive, que chacun s'y sente bien. Je trouve que dans cet épisode, qui sur la forme est peut-être le plus dur à écouter, parce que Vincent, il a un rythme très soutenu, il me laisse à peu près aucune place pour poser des questions, donc ça ressemble presque à une tribune de 20 minutes, mais en tout cas, il a un regard que je trouve excellent sur le village, quoi. Tu m'as dit tout à l'heure ce que tu avais appris sur l'Aveyron, sur ton territoire, depuis que tu avais commencé Finta, ton podcast. J'ai envie de prolonger cette question en te demandant, et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même depuis que tu as démarré Finta? Il y a plein de gens qui font au quotidien, qui font plein de choses. Et moi, j'ai particulièrement envie d'être celle qui fait savoir ce que font les autres. Alors, c'est assez bêtement la définition du journaliste, peut-être, mais en tout cas, Finta m'a montré que moi, j'aime bien être dans ce rôle-là. Et enfin, je parle de rôle, mais c'est pas un rôle dans lequel je me force à être. Enfin, c'est vraiment moi ce qui m'anime, en tout cas, de faire des ponts entre les gens, donc de vraiment eux de les pousser dans leur réflexion, de comprendre pourquoi ils font, de mettre en relation avec d'autres ou avec le territoire, arriver à faire savoir tout ce qui se fait ici, à mailler ce territoire, pour aussi dire aux Aveyronnais, y compris à ceux qui ont toujours vécu là, que tout ça existe autour d'eux. Je dis souvent, alors je sais plus, ça doit être dans le prologue de Finta, que moi j'ai l'impression d'avoir manqué de modèles peut-être en Aveyron. En tout cas que quand je dis manquer de modèles, c'est qu'en tout cas ils n'étaient pas visibles selon moi. Quelqu'un qui ouvre la galerie Finta là, aujourd'hui et qui voit tous ces visages, de se dire qu'ils vivent ici, qu'ils s'engagent ici et que ils ont levé tous les freins, tous les a priori qu'on pouvait avoir sur le territoire rural et enclavé qu'est l'Aveyron. Je trouve que ça libère une énergie géniale, quoi. Enfin, ça donne envie de faire à son tour et peut-être de se mettre dans une spirale un peu comme ça, créative. Et j'aime bien l'idée de permettre ça. Donc là, je te parle du rôle que je m'attribue pour les autres, mais il y a quelque chose de très égoïste aussi. Moi, je fais aussi les entretiens pour nourrir ma curiosité perso. Enfin, je me régale à rencontrer tous ces gens et à m'en nourrir aussi. Et mais tu le gardes pas pour toi, tu vois. Oui, c'est ça. Tu pourrais le garder pour toi. Oui. Non, mais en tout cas, dans le choix des invités, c'est sûr que ça répond à voilà pas un instinct, mais en tout cas une intuition qu'il y a quelque chose à creuser chez cette personne-là qui, moi, m'intéresse. J'ai quand même bien conscience qu'il y a des sujets plus que d'autres qui m'attirent. En tout cas, c'est un peu un retour que j'ai aussi, et j'espère que c'est vrai, que même si on connaît pas l'Aveyron, même si on n'y est jamais venu, je crois que les thématiques que je brosse dans Finta peuvent coller à plein de territoires et même à de l'urbain. Enfin voilà, c'est des interviews, j'espère, inspirantes où qu'on soit et qui que l'on soit derrière le micro. Merci Lola. Merci beaucoup. Merci à toi.
C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leur rêve de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoigner vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Je vous invite également à vous abonner au compte Instagram du podcast qui se nomme laisse_béton_podcast et à son fil Twitter. Et puis si vous aimez Laisse Béton, décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.